Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre dernier webinaire de l'année du CIE. Donc aujourd'hui, nous avons une formule un petit peu différente. Nous allons être en équipe, on va dire. Donc je me présente, je suis Michel Bucher. Je suis le conseiller Habitat et Accessibilité du Conseil d'architecture. Et je suis accompagné de deux de mes collègues, donc Thibaut Duval, qui est juste à côté, et Jérémy Brenna. Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des eaux de pluie. Alors, ça parle à tout le monde, bien sûr, les eaux de pluie. Donc, c'est vrai que on pourrait dire que l'eau, c'est un élément essentiel à la vie, mais c'est aussi un élément qui peut être perturbateur, notamment pour notre quotidien, notre environnement. Donc, nous allons essayer de vous éclairer à ce sujet, dans la mesure où il y a quand même des précautions des usages à prendre en amont. Il y a un certain nombre d'attitudes, de bonnes attitudes à avoir pour ne pas vivre un petit peu ce qu'on a vécu au niveau des intempéries récemment en Martinique. Donc voilà, donc nous allons aborder un petit peu tous les aspects de ce sujet. L'eau pluviale, donc c'est le nom que l'on donne à l'eau de pluie après qu'elle ait touché le sol, donc sur une surface naturelle ou une surface construite. Donc, c'est la différence entre les deux. Et enfin, l'eau de ruissellement, ce sont des eaux issues de précipitations donc, qui s'écoulent sur une surface pour atteindre un branchement, un collecteur ou un milieu récepteur. Donc, ce sont des eaux qu'on canalise, tout simplement. Donc, comme vous le voyez, l'eau de pluie, elle passe partout, en fait, hein, aussi bien au niveau des édifices bétonnés, de la nature, donc les sols, les regards, les réservoirs d'eau, etc. Enfin, tout ce qui peut récupérer de l'eau, je vous rassure, l'eau ne se gêne pas. Alors, comme je le disais en introduction, la pluie, c'est un élément essentiel à l'équilibre écologique de la planète. Donc, l'eau, c'est la vie, comme on dit si bien. Et donc, en participant à tous ces échanges au niveau de la Terre, elle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement. Mais, malheureusement, c'est aussi source de désordre et de dégâts pour nos terrains, nos habitations et notre cadre de vie. Aujourd'hui, comme on peut le constater, la moindre petite intempérie peut entraîner d'importants dégâts. Donc, une explication, on pourrait dire que c'est l'urbanisation grandissante. On densifie beaucoup et donc on a tendance à imperméabiliser les sols. Donc, beaucoup de béton, beaucoup de voiries et très peu de verre, en fait. Et alors que, en fait, ce qui en découle forcément, donc, comme l'eau ne peut plus de moins en moins être filtrée par la nature, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ruisselle sous les routes, elle s'engouffre dans tout ce qui est caniveau, regard, etc. Et des fois, ces ouvrages ne sont pas calibrés pour recevoir autant d'eau d'un seul coup. Donc, c'est, on va dire, le constat général lors de fortes précipitations et même parfois de moyennes précipitations, on va dire. Ça peut arriver. Donc, une petite phrase qui va peut-être interpeller, mais l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 du bâtiment. Alors, effectivement, ça se discute, on dira, n'est-ce pas? Effectivement. Bon, on va partir sur le principe que c'est l'ennemi du bâtiment. Mais ça peut être aussi l'ami, on verra ça plus tard. Alors, où elles vont ces eaux pluviales? Une fois qu'elles sortent du ciel, elles sont, bien entendu, on va se répéter, absorbées par les sols, récupérées par des toitures, bien entendu, ruisselant sur les voiries et récoltées par les caniveaux. Donc, ça, c'est le circuit préférentiel de l'eau. Mais tout ne se passe pas toujours bien. Donc, comme je le disais, ça, si les choses sont bien établies, c'est le circuit préférentiel, tout se passe bien. Mais malheureusement, ce n'est jamais on va dire, l'idéal. Il y a toujours des contraintes et des imprévus. Alors, les dégâts. Donc, comme vous avez pu certainement le vivre, nous avons la saturation des sols. Ça veut dire qu'il a tellement plu que la terre ne peut plus absorber d'eau. Les ravinements, donc des sillons sur la surface d'une chaussée, par exemple. Les éboulements, c'est souvent le cas. Donc, c'est des talus de terre qui tombent au sol sous l'effet de la gravité. Vous avez également des glissements de terrain. Donc, on a très bien vécu récemment. Vous avez carrément des pans de terrain qui se désolidarisent. Et bien entendu, des inondations, parce que nous avons quand même pas mal de zones en Martinique
nous sommes, on va dire, ouais, on est très, très vulnérable à ce niveau. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux canaliser nos eaux de pluie? Donc, comme je disais en introduction, vous avez la possibilité individuellement d'agir sur votre habitat, sur votre environnement immédiat. Donc, que vous soyez dans un projet de construction, c'est-à-dire que vous allez faire votre maison ou simplement la réhabiliter, vous y habitez tout simplement. Donc, définir le circuit de l'eau. Souvent, on pense beaucoup à l'alimentation, le réseau électrique, mais une fois qu'on a utilisé l'eau, une fois qu'on a défini nos points d'eau, nos sanitaires, comment nous évacuons ces eaux? C'est une question fondamentale et qu'il faut se poser chacun d'entre nous. Donc, bien entendu, il y a des spécialistes qui sont, on va dire, mieux à même de dimensionner les ouvrages. Donc, il faut quand même bien les dimensionner. Quand je parle d'ouvrage, je parle de gouttières, de chéneaux, de descente d'eau. Donc, ça, c'est aussi fondamental dans l'élaboration d'un projet. Ensuite, positionner les regards d'eau. Éviter de rejeter directement au sol les eaux de toiture. Alors, c'est quelque chose que nous voyons souvent sur le terrain, où vous avez des débuts de descente et ensuite l'eau qui s'échappe au pied du bâtiment, de la maison. Et, voilà. Et donc, après, vous avez toute une série de conséquences négatives. Malheureusement, il y a peut-être une explication, mais en tout cas, pour ma part, chaque fois que je conseille le particulier, je lui indique, s'il veut quand même récupérer l'eau, il ne faut quand même pas le laisser l'essentiel de cette eau saper le sol et les fondations de votre maison. Donc, essayez d'écarter cette eau de la maison. Comme je le disais, ennemi de la construction. Ensuite, privilégier le revêtement drainant et la végétalisation des espaces. C'est-à-dire que il faut quand même se dire que la nature est bien faite et qu'elle est quand même mieux à même d'absorber l'eau. Plus vous avez de la végétation dédiée, plus vous équilibrez votre environnement en ne faisant pas du tout béton, par exemple, ou du tout trottoir, ça peut contribuer à récupérer une partie de ces eaux et vous aurez moins l'impression d'être submergé d'eau. Bien, après, bon, tout dépend du terrain qu'on a. Donc, évidemment, si à la base, vous avez un terrain qui n'est pas perméable, ça peut être plus compliqué. Et donc, installer le récupérateur d'eau, c'est, comme je disais, c'est une source d'économie, c'est une façon de faire des réserves, c'est une façon d'être citoyen, quelque part, parce que vous stockez une partie d'eau qui ne viendra plus dans la nature. Et bien sûr, une fois que vous avez fait tout ça, il faut penser à l'entretien. L'entretien, ce n'est pas juste avant la saison des pluies, comme souvent on a tendance à le faire, c'est tout le temps, parce que visiblement, nous sommes partis pour avoir un dérèglement. Nous sommes dans le dérèglement d'ailleurs, parce qu'à n'importe quel moment, vous avez des grosses averses et il n'y a plus vraiment de saison de pluie. Hein. Donc, les ouvrages, le nettoyage des gouttières, le nettoyage des caniveaux, etc., il faut essayer de le faire le plus régulièrement possible. Donc, là, c'était, on va dire, l'action individuelle, c'est-à-dire la responsabilité de monsieur tout le monde. Maintenant, il y a aussi, à l'échelle du territoire, je pense qu'il y a une responsabilité dans la gestion des eaux pluviales. Donc, en matière de gestion des eaux pluviales, il faut savoir que les communes doivent un certain nombre de devoirs, donc notamment maîtriser l'écoulement et le stockage des eaux pluviales. Donc, c'est réglementé par la loi Grenelle 2 du 12 septembre 2010. Donc, il y a eu des évolutions entre-temps, donc je n'ai pas les dates exactes, mais on peut approfondir. Donc, elles doivent aussi maîtriser les flux d'eau pluviale à évacuer par les réseaux d'assainissement, donc ce qu'on appelle le tout à l'égout. Donc, là aussi, c'est cadré par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ensuite, imposer la rétention et le stockage temporaire de l'eau de pluie sur la parcelle. Ça veut dire que, on va dire franchement, c'est un petit peu pister les gens, quoi. Donc, c'est incitatif et en même temps, je dirais que ça devrait être obligatoire. C'est-à-dire stocker de l'eau à partir du moment où vous avez une parcelle et que vous avez un espace autour d'un bâtiment, tout naturellement, vous stockez de l'eau et vous faites une action citoyenne, comme je le disais précédemment.
Ensuite, limiter l'imperméabilisation des parcelles, c'est un combat parce que c'est vrai qu'il faut bâtir, c'est vrai qu'il y a une demande de logement, il faut beaucoup bâtir, mais il y a quand même un minimum de surface non imperméabilisée qui sont imposées dans le cadre d'un projet, alors, quelle que soit sa taille. Il y a un minimum à respecter pour équilibrer un petit peu l'imperméabilisation des parcelles. Et donc, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, il faut également privilégier les matériaux qui favorisent l'infiltration. Donc, à l'échelle communale, c'est-à-dire à l'échelle des voiries, des espaces communs, donc toujours pareil, hein, chercher des matériaux qui vous permettront d'absorber une bonne partie de l'eau et qui éviteront de se retrouver avec des zones saturées d'eau, on va dire. Et donc, les collectivités, donc, elles ont le bon réflexe, il faut qu'elles aient le bon réflexe à travers le plan local d'urbanisme, de cette gestion en amont des eaux pluviales, aussi bien pour les particuliers que pour les propriétaires fonciers. Donc, nous allons parler un petit peu de code civil, c'est-à-dire que il y a un cadre juridique quand même, comme je le disais, on ne vit pas seul. Et donc, nous avons un certain nombre d'obligations vis-à-vis des gens qui nous entourent, des voisins, tout simplement. Donc, je pense que les articles que je citerai ne vous sont pas forcément étrangers pour tout le monde. On a tous eu un jour ou l'autre à être confrontés on va dire, des relations de voisinage en termes d'eau pluviale, d'eau d'évacuation, etc. Donc, l'article 640, donc je le rappelle simplement, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont les plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Donc, le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Donc, traduisons, si vous habitez une parcelle au-dessus, plus haute que celle de votre voisin, vos eaux de pluie, vos eaux de ruissellement descendent naturellement. Vous n'avez pas fait de canal, vous n'avez pas fait de drain, vous n'avez pas mis de gouttière, à partir du moment où c'est de l'eau qui descend naturellement, votre voisin qui est situé en contrebas, il ne peut ne pas, il est contraint de les recevoir. Voilà, c'est une règle fondamentale. Par contre, au niveau de l'article 641, c'est la continuité du 640, ça veut dire qu'il ne faut pas que ces eaux aient subi, le trajet de ces eaux ait subi une aggravation. C'est-à-dire que, par exemple, vous décidez de les envoyer sur un coin de votre terrain. À ce moment-là, vous aggravez la situation et forcément, vous mettez votre voisin qui est situé en fond inférieur en difficulté. Et enfin, l'article 681, donc c'est un petit peu la continuité également. À partir du moment où vous avez de l'eau qui provient d'une toiture, quelle qu'elle soit, il faut que les eaux pluviales s'écoulent soit sur votre terrain, c'est-à-dire, on va dire, en infiltration, ou sur la voie publique. Et donc, il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin. Donc, pareil, vous n'avez pas... Alors là, c'est souvent ce qui arrive, souvent les conflits sont souvent à ce niveau. Ça veut dire que les gens, ils évacuent les eaux de pluie par des gouttières et par des descentes d'eau. Ils sont persuadés d'être dans leur bon droit parce que ça descend chez eux, mais en réalité, c'est les voisins qui subissent. Voilà, je passe la parole à mon collègue Jérémy. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme mon collègue M. Buchy l'a signalé au début, effectivement, l'eau, c'est l'ennemi premier du bâtiment. Cependant, il y a des moyens de pouvoir y remédier et en tout cas de pouvoir contrôler au mieux possible. Donc, notamment, on pourrait parler des systèmes de récupération de ces eaux, donc, qui proviennent de nos toits. Donc, aujourd'hui, il y a possibilité effectivement d'être accompagné par des aides pour pouvoir en bénéficier, qui est également soumis aux ressources. Donc, faire l'acquisition de tels systèmes répond à de multiples attentes en matière de développement durable, à savoir réduire la pression sur les ressources naturelles, à savoir que limiter cet apport d'eau en périphérie de votre habitat ou autre, réduire également la vulnérabilité des polluants face aux aléas climatiques, véritablement
c'est véritablement, je dirais, un système de pouvoir récupérer ces eaux et en faire un autre usage, hein, que ça ne soit laissé dans la nature. Alors, qui peut en bénéficier justement de ces systèmes? Donc, j'ai envie de dire, dès lors qu'on a une maison individuelle, hein, ou encore même, je ne sais pas si au niveau du collectif comment ça peut se traduire, mais je pense qu'il y a possibilité. Hein, donc, si effectivement il y a un syndic, etc., voir dans quelle mesure on pourrait mettre sur un site quelconque un système, et puis avec des plombiers, créer des systèmes de récupération solaire pour nettoyer les abords de l'immeuble collectif ou autres. Donc, il y a toujours des solutions à apporter. Hein, donc, alors, s'agissant de la partie individuelle, la maison individuelle, que vous soyez bailleur, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, et même un locataire, avec l'accord de son propriétaire, peut effectivement faire cette demande de ce système de récupération des eaux pluviales. D'accord? Donc, c'est un moyen de stocker à des capacités différentes. Alors, selon la réglementation, on peut acquérir un système de cette nature allant de 1000 à 10 000 litres. Hein, donc, on ne peut pas aller au-delà de cela. Je pense que pour des raisons de sécurité, hein, on peut imaginer une cuve de 10 000 litres qui explose. Vous imaginez bien sûr les dégâts que ça peut engendrer. Donc, je pense que c'est d'où l'importance de limiter cela. Et d'ailleurs, les professionnels qui le posent, les plombiers, ils sont quand même agréés, certifiés pour ce genre d'intervention, donc ils savent de quoi il en découle. Donc je pense qu'on peut quand même les faire confiance dans ce sens. Alors, effectivement, je parlais d'aide en passant par la CTM, hein, donc la collectivité territoriale, on peut effectivement en bénéficier. D'ailleurs, vous pouvez vous rapprocher de là-bas. Et à la liste des différents professionnels, notamment les plombiers qui peuvent effectivement intervenir chez vous, hein, soumis à ressources, donc au niveau de comme je dirais, des revenus. Donc, savoir sur quels critères, sur quelle base vous pouvez être aidé ou pas. Hein, voilà. Donc, ce que je pouvais dire en tout cas sur cette partie, le système de récupération des eaux pluviales. Je laisse mon collègue poursuivre dans sa démarche, sachant que vous aurez un temps de réponse, un temps de questions plutôt, et nous sommes là en tout cas pour vous répondre aux questions qui seront posées. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà. Oui, effectivement, le schéma ici présente un peu dans l'habitation comment les choses pourraient se mettre en œuvre, hein, donc, dans une maison. Donc, bien entendu, lorsqu'on fait un système de récupération d'eau pluviale, ces eaux-là sont bien indiquées par une étiquette non potable pour ne pas faire la différence entre l'eau de ville, l'eau potable et justement cette eau. Et les usages, effectivement, je ne sais pas si j'en ai parlé. Alors, il y a la partie intérieure et la partie extérieure. Donc, à faire attention à savoir que l'eau récupérée, bien sûr, il y a des filtres. Hein, ça permet de filtrer cette eau parce qu'on sait très bien que il y a des bactéries qui peuvent se créer, se former. Et surtout, il ne faut pas faire la différence entre un système de récupération d'eau pluviale bien calibré, bien structuré, et puis un simple usage qu'on met en récipient à ciel ouvert. On sait bien les conséquences. Notamment, on a été victime chez nous d'épidémies de dengue, de chikungunya également, liées aux moustiques qui risquent de pondre et de proliférer. Et ce n'est pas très bon pour notre environnement direct et pour les habitants. Donc, d'où l'importance de faire recours à des systèmes, je dirais, homologués, agréés, hein, pour cela, pour cette récupération. Et surtout, ces eaux-là sont quand même filtrées. Pas pour la consommation directe, je dirais pour l'aspect alimentaire, mais ce serait pour l'arrosage du jardin, nettoyage en périphérie de l'habitation, pour les WC, les WC. Lorsqu'on sait effectivement chaque chasse d'eau, combien ça consomme en eau, ça dépend des équipements, ça peut aller jusqu'à 12 litres. Donc, imaginez l'économie en eau qu'on pourrait effectivement faire en passant par un système de récupération et d'installation complète. Hein. Donc, alors, certaines personnes l'utilisent pour le lave-linge. Après, ça se discute. Il y a possibilité, mais à faire attention. Ou encore, l'autre technique, c'est de faire
comment je dis ça, un accouplement des deux systèmes, eau potable et eau non potable. Faire très très attention à cela. Encore, il faut que le bonhomme qui vous l'installe, le plombier en question, qu'il soit aguerri, parce que vous imaginez bien s'il y a une confusion entre eau potable et non potable, et puis que ça arrive dans votre consommation alimentaire, eh bien, bonjour les gastro, hein, excusez-moi. Donc, faire très très attention à ce niveau-là. Voilà. Donc, à vous, c'est ça. Oui. Alors, une petite transition de ce qu'on pourrait faire avec de l'eau de pluie. Donc, c'est un petit sujet que nous avons récupéré. Figurez-vous qu'on peut produire de l'énergie avec de l'eau de pluie. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, produire de l'électricité à partir de quelques gouttes de pluie. C'est possible. Donc, forcément, on va dire c'est le futur. Il n'y a pas encore ils sont en phase d'essai. Ce n'est pas très concluant, mais ça peut être intéressant pour compléter d'autres solutions d'énergie gratuite, renouvelable. Voilà, non polluante. Donc, c'est un petit clin d'œil au futur. Peut-être que bientôt, on aura notre petit réceptacle de pluie qui nous donnera un petit peu d'électricité à notre domicile. Donc, je passe la parole à Thibaut. Ce qui prouve que l'eau peut être l'ami du constructeur et de celui qui habite la maison. Donc, aujourd'hui, on va juste ouvrir un peu le débat parce qu'on a vu les côtés négatifs, même s'il y a aussi des petits côtés positifs, notamment dans l'énergie. Mais je suis convaincu en tant qu'architecte que l'eau peut être génératrice d'architecture. Donc, on verra en 4 petits points, par exemple, le territoire, la forme, l'espace et le matériau, que l'eau peut être architecte, si je peux utiliser ce terme. Et ensuite, après cet échange, nous aurons des questions et soyez ouverts et n'ayez pas peur. Donc, le territoire. Le territoire, l'eau est génératrice d'architecture, comme on l'a dit, et elle peut créer des territoires. Par exemple, c'est une maison que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la maison de M. Frank Lloyd Wright, qui est un architecte très connu, un architecte américain, qui a justement fait cette Falling Water. C'est une maison sur la cascade, s'il fallait traduire. Et c'est une maison qui a été construite entre les années 1935 et 1939. Elle fait de l'eau c'est vraiment le socle de la maison. On le voit sur la coupe, en bas à gauche. Le socle de la maison, c'est l'eau, c'est la rivière, c'est cette cascade. Et c'est vraiment un geste d'architecte qui peut-être ne serait pas, on ne pourrait pas reproduire ici, mais c'est un exemple de l'eau, de la rivière, comme un territoire, comme le socle d'une maison. Ensuite, il y a l'eau comme forme. C'est le cabinet Bailey Design qui a imaginé un système de vases appelé concave roof posé sur les toits afin de récolter le maximum d'eau et de pluie et d'éviter son évaporation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, ne serait peut-être pas le meilleur exemple ici en Martinique avec le parasismique et l'anticyclonique et tout ce que ça engendre avec les enjeux que nous avons avec notre climat ici en Martinique. Mais c'est juste pour vous prouver que l'eau de pluie a été génératrice d'architecture d'une forme de toit, donc concave, pour récupérer le maximum d'eau de pluie. Donc, c'est en Iran que le projet s'implante. Et on voit que c'est un vrai défi dans cette région où les températures peuvent parfois frôler les 40 degrés. Donc, l'idée, c'était d'avoir un toit, une forme qui puisse récupérer le plus d'eau de pluie. Donc, il y a un lien entre l'eau et l'architecture, en l'occurrence l'architecture du toit. Ensuite, on va parler d'espace. Donc là, c'est un projet qui a été fait par Peter Zumthor, qui est un architecte très, très connu et que j'apprécie énormément. Et en effet, il a créé un pavillon, le pavillon Serpentine en Angleterre. Donc, c'est un pavillon qui a été déjà démonté, puisque c'est de l'architecture éphémère. Mais dans ce projet-là, ce qui est pertinent, c'est que l'architecte en lui-même, il a voulu que les pentes de toit ne partent pas vers l'extérieur, mais entrent à l'intérieur, créant ainsi un patio. Ce qui est très intéressant, puisque du coup, l'eau, la notion de vouloir récupérer l'eau à un même endroit, en l'occurrence patio, végétalisé, créé et conçu par un paysagiste très connu. Vraiment, il y a vraiment un travail paysager, mais le toit a été conçu de cette façon pour récupérer l'eau. Vous voyez, il n'y a pas de gouttière,
L'eau, quand il pleut, sur l'image à droite, vous pouvez voir qu'il y a cette notion de rideau d'eau qui, moi, je trouve, m'attire. J'ai envie d'y être, j'ai envie de boire monter, puisqu'on est en Angleterre. J'ai envie de boire monter à ce moment-là, pendant qu'il pleut. Je trouve agréable. Et même l'espace sonore créé par l'eau qui tombe sur la plante, c'est aussi un générateur d'espace très pertinent. Et en dernier lieu, l'eau aussi peut être génératrice d'architecture dans le sens où elle devient un matériau intégrant et faisant partie du projet. Donc, c'est un projet que tous les jeunes architectes ont pu étudier lors de leurs premières années. C'est le pavillon allemand de l'exposition de Barcelone de 1921, fait par M. Mies van der Rohe, qui est aussi un architecte très connu, qui est entre l'Allemagne et les États-Unis dans son histoire. Et ici à Barcelone, il a vraiment utilisé l'eau non comme une rivière ou comme un territoire ou comme un espace, même si on pourrait aussi la définir comme un espace, puisque l'eau prend la moitié, voire la quasi-totalité du pavillon. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le reflet de l'eau. C'est vraiment, vraiment une pellicule d'eau sur ces pierres qui projette le pavillon, la longueur du projet, la matérialité de ce dernier. Donc, on voit en l'occurrence que l'eau, tout comme les murs construits autour de cet espace, est génératrice d'architecture, encore une fois. Donc, l'eau, oui, et c'est clair en tant qu'architecte et en tant que professionnel du bâtiment, il faut que nous y fassions attention, il faut que lorsqu'on la récupère, encore une fois, on y fasse attention, mais elle peut être aussi génératrice d'architecture, elle peut aussi inspirer le parti pris de l'architecte, et un peu comme l'eau, le vent, la topographie, qui sont souvent vus comme des contraintes par le commun des mortels. Pour les professionnels du bâtiment, ils peuvent être vraiment une source d'inspiration pour ces professionnels du bâtiment pour faire le meilleur bâtiment possible sur le site au moment où le projet doit se faire. Donc, nous allons maintenant ouvrir le débat pour tous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en écrit ou à l'oral. Activez votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Je suis un particulier. J'ai une question tout à fait simple. Quel arbre, selon vous, quel arbuste ou quel autre moyen permet d'aspirer l'eau d'un terrain gorgé d'eau? Soit d'un terrain gorgé d'eau ou en tout cas d'un terrain argileux qui risque à tout moment, dans quelques années, de pouvoir glisser. Quel arbre, quel végétaux peut retenir ceci? Et s'il s'agit d'un ouvrage, quel est l'ouvrage de soutènement qui laisse passer l'eau sans glisser la terre? Ce serait des atalus, ce serait des murs de gabillon, etc. C'était ça la question. Je peux apporter déjà un élément de réponse, si vous permettez. Alors, déjà, si votre terrain il est gorgé d'eau, dans un premier temps, si initialement ça n'a pas été défini, il serait important en tout cas de faire réaliser une étude géotechnique par des professionnels pour comprendre un peu ce qui s'y passe dans le sous-sol. Et après l'étude, vous saurez effectivement ce qu'il en découle, réellement. D'accord? Dans un premier temps. Alors, vous avez parlé également des possibilités de mettre des végétaux. Moi, je pense à une plante un peu délaissée dans le territoire qui est le vétiver, qui aujourd'hui, on commence sensiblement à pouvoir s'y intéresser. Et avec ses vertus, comment je vais dire cela, c'est riche en vertus le vétiver, donc notamment de maintenir, d'éviter effectivement tout ce qui est épouvis. Il y a une technique de plantation également, sachant qu'il y a des racines, il y a un système racinaire qui peut aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. Il y a une manière de planter, comme je le disais, donc se faire accompagner par des professionnels de ce domaine qui pourraient bien vous indiquer, vous renseigner là-dessus. Donc je ne sais pas si les collègues peuvent apporter des éléments de réponse complémentaires à ce que je viens de dire. Ensuite, vous avez justement une question sur le type d'ouvrage. Tout dépend du terrain, tout dépend de votre budget aussi, parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas nier, c'est la notion de budget. Donc, il existe différents ouvrages, que ce soit les murs pleins, les
les murs de soutènement que l'on connaît qui sont bruts, qui sont résistants, mais il y a aussi des murs creux. Donc, c'est des blocs de béton creux qui sont un peu plus végétales. On peut planter des petits arbustes, faire un mix. Il y a aussi le béton projeté. Donc, c'est vraiment le béton. Il y a aussi des murs en barbacane. Il y a différents systèmes qui peuvent justement soutenir un terrain. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas nier, comme disait mon collègue, la végétalisation et la revégétalisation du site lorsqu'il est nécessaire et lorsqu'il est possible, parce que c'est toujours beaucoup plus joli. Et puis, ça peut être aussi tout aussi efficace que le béton. Et donc, il faut faire des études géotechniques, des études au préalable et s'entourer des meilleurs professionnels au bon moment pour pouvoir répondre au contexte que vous avez qui est précis, parce qu'il n'y a pas de contexte similaire pour deux cas similaires ou deux projets différents. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, il est important de consulter également le PPA, donc le plan de prévention des risques naturels, qui détermine en tout cas sur le territoire les différentes zones concernées, donc les différents aléas en tout cas. Et ça vous permet déjà de comprendre ce qui pourrait se passer, quels sont les risques, quels sont les risques les plus présents et comment y pallier. J'ai une dernière question. Oui. C'est vrai que je dirais que c'est une technique qui aujourd'hui est pratiquée. Ça permet de filtrer correctement l'eau sans cela qu'il y a un glissement de terrain avec. Après, j'ai déjà vu effectivement des murs de gabion qui sont partis avec l'ensemble du talus. Après, il y a véritablement un système de drainage à mettre en œuvre pour limiter cet apport de pousser les eaux derrière, qui effectivement pourrait le maintenir en place. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de techniques possibles, mais à ne pas négliger l'étude géotechnique. En amont. Vous voyez, je ne sais pas si on a répondu un petit peu à votre question. Oui, vous avez parfaitement répondu. Je retiens un peu le vétiver. J'en profite pour vous poser une dernière question avant que je puisse m'en aller et laisser la place à d'autres. Considérant que des terrains sont voisins et que sur un terrain, la gestion des eaux de pluie du voisin n'est pas été faite correctement, qui fait que son terrain risque effectivement de tomber, comment obliger, contraindre ou conseiller vivement son voisin de gérer ses eaux de pluie en sachant que nos terrains sont mitoyens et que quand son terrain peut tomber, le mien peut tomber également? Écoutez, la première chose à faire, c'est la solution amiable. Souvent, ce n'est pas forcément suivi des faits, mais c'est d'abord discuter et essayer de poser le problème ensemble. Et comme je l'ai dit, si votre voisin est en amont de votre parcelle, forcément, nous sommes en Martinique, même sans diriger de l'eau, les terrains ne sont pas forcément stables. Donc après, mitoyen veut dire ouvrage, réalisation d'ouvrage, il y a peut-être partage des frais et c'est souvent là que ça bloque parce que vous avez des fois une des parties qui ne veut pas s'investir et qui attend peut-être le gros dégât pour se faire aider. Bon, je le dis de manière très, très directe, mais c'est ça, c'est une réalité. Donc, disons que ce que je vous suggérerais, c'est si vous devez aller le convaincre, essayez d'avoir des éléments techniques précis, par exemple un sondage du sol, une préconisation exacte. Si c'est un mur de 1,50 m, si c'est un mur de 1,50 m, ce n'est pas 3 mètres, par exemple. Donc, c'est un petit peu… Bon, après, si ça ne marche pas en termes amiables, on est obligé de passer par des décisions d'autres instances. Voilà. Là, c'est moins un peu plus difficile. Ouais. Et puis lui rappeler. Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il existe des moyens légaux qui puissent contraindre un voisin à gérer ses eaux de pluie, non pas que ses eaux de pluie aillent chez moi, mais que les terrains étant mitoyens, dirons-nous, une chute chez lui une chute ne s'arrête pas à la limite de mon terrain. La chute peut aussi entraîner le mien qui est à côté. Alors, donc, il n'existe pas de moyens légaux de pouvoir contraindre le voisin à entretenir ses eaux de pluie. Alors, il faut savoir que nous sommes en Martinique, on n'est pas sur un territoire plat. Donc, on est malheureusement avec des reliefs. Et comme je dis en cœur, je ne veux pas qu'à monter mon. Donc, forcément, si vous êtes en contrebas, votre voisin il vous surplombe, il voit ce phénomène inévitable. Maintenant, comme le stipule le code civil, l'aspect réglementaire, qui vous dit effectivement votre toiture ne devrait pas
se mélanger directement, plutôt déverser directement sur votre voisin, mais avant tout, soit déverser sur votre propre sol et mélangé par les eaux de ruissellement. Hein, ça, c'est véritablement ce que dit le règlement au niveau du code civil. C'est fondamental. Maintenant, comme disait M. Bucher, il est important de créer un climat de bon voisinage, d'accord, et pouvoir trouver une solution à l'amiable. Et voilà. C'est pas évident, c'est un vrai problème typiquement martiniquais, je vous dirais. On voit ce problème-là régulièrement. Trouver des solutions à l'amiable, c'est pas toujours évident, je sais. Mais éviter en tout cas l'aspect juridique qui peut prendre des tournures et voilà. Et comme je pense on l'a mentionné, il y a des règles définies par le Code civil, en l'occurrence l'article 640, l'article 641 et l'article 681 qui peuvent rappeler à votre voisin ses droits et ses devoirs. Donc forcément, s'il y a litige, c'est décision de justice, constat d'huissier, etc. Donc, plutôt d'en arriver là, on essaie déjà de trouver une solution amiable et surtout convaincre. Parce que, bon, il y a l'aspect financier, mais il faut aussi convaincre les gens que ce n'est pas possible techniquement que l'on aille par là et qu'il faut à tout prix faire autrement parce qu'à la fin, vous avez deux personnes qui seront forcément sinistrées. Vous aurez deux parcelles sinistrées. Il y a Philippe Dizier qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Alors d'abord, félicitations pour l'initiative. Je trouve ça vraiment... Vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. Alors, en fait, j'ai une question de néophyte, mais bon, une interrogation, mais certainement peut-être un questionnement de néophyte. Premièrement, comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'infrastructures de conservation de l'eau de pluie? Je pense dans le milieu de l'agriculture, je pense au niveau d'un certain nombre de bâtiments publics, je pense aux écoles notamment, alors pas tellement pour les WC, mais ne serait-ce que dans des problématiques de nettoyage Karcher, etc. Mais peut-être, pourquoi pas, sauf si la réglementation l'empêche, le passage à l'utilisation de l'eau de pluie pour les toilettes. Voilà, je suis extrêmement surpris de ne pas voir, que ce soit dans les programmes des institutions publiques ou des collectivités, nulle trace, sauf si je me trompe, de grands plans visant à la conservation de l'eau de pluie. C'est vraiment un questionnement. Comme je l'ai exposé, il y a la gestion des eaux pluviales, c'est obligatoire. Hein. Donc après, il faut qu'il y ait une volonté de le faire. Donc il y a des cadres, il y a un cadre, il y a des lois qui sont établies, mais il faut bien, ça on a l'évidence, mettre ça en application, quelle que soit l'échelle d'un territoire, ce n'est pas si simple. Donc ils étaient bien obligés d'imposer un certain nombre de choses, mais si politique, je ne vais pas dire oui, politiquement, si ça ne suit pas, parce que ça a un coût quand même. Hein. Bon, par exemple, je peux prendre un exemple très simple. Regardez un petit peu nos châteaux d'eau en Martinique, les grands réservoirs d'eau. Regardez dans quel état ils sont. Il n'y en a pas tant que ça qui sont, en termes d'entretien, de sécurité, de serait-ce que pour résister au séisme. Il y a un gros travail à faire. Donc, c'est vrai que sur un territoire où, comme je le disais, on a facilement 3 à 4 mois de sécheresse, si ce n'est plus, c'est vrai que l'action individuelle et l'action collective, il y a un déficit à ce niveau-là. Vous avez parfaitement raison. Et puis, il y a eu aussi une histoire derrière tout ça, c'est qu'il y a un moment où les citernes étaient interdites. Hein. Vous allez me c'est une question de mentalité. C'est-à-dire qu'on est venu à un fait où c'était quelque chose qui était inscrit dans notre culture, dans notre façon de vivre en tant que Martiniquais. Et puis ensuite, c'est ça. Et puis ensuite, on nous a interdit sous prétexte que c'était sanitaire ou qu'il y avait aussi les problèmes de moustiques, etc. Et puis ensuite, on a vu que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Donc, on a réinstitué le fait que, OK, on peut, mais pas pour les autres toilettes. Il y a un moment où c'était aussi interdit. Et heureusement, aujourd'hui, ça commence à évoluer, on commence à comprendre. Donc, il y a ce travail de sensibilisation qu'il y a à faire pour enfin changer de mentalité et se préparer au pire, mais aussi se préparer à une vie où les carèmes seront plus compliqués à vivre et où, voilà, il faut être en harmonie pour tout ça avec l'environnement. Changer la mentalité de tout le monde, à toutes les échelles, à toutes les échelles, que ce soit collectif, que ce soit les collectivités, les politiques. Les habitants, donc nous les Martiniquais en l'occurrence,
puis aussi les professionnels. Il y a un grand travail de sensibilisation pour changer notre rapport à l'eau. Et c'est le moment de commencer, je pense. Alors, pour ajouter, Oui. c'est vrai, vous avez bien posé la question, pourquoi les écoles, notamment les... Voilà, c'était ça, effectivement. Est-ce qu'il y a une réglementation, je dirais, désincitative ou interdisant l'utilisation des eaux pluviales, notamment dans les toilettes? Alors, je sais qu'il y a une sensibilité par rapport à la question des élèves, notamment des élèves, je me dirais en bas âge, mais est-ce qu'il y a effectivement une réglementation qui empêcherait ça? Alors, pourquoi je pose la question? C'est parce que je me dis que dans cette problématique comment dirais-je, de modernisation des établissements publics, d'établissements, notamment les écoles, où on souhaite un moindre usage des ressources naturelles, pourquoi ça ne pourrait pas faire l'objet d'une espèce de plan stratégique de privilégier, parce que je crois que c'est quelque chose comme, ne serait-ce que collège et lycée, je crois on doit être sur une base à peu près 200 établissements. Si on rajoute les écoles, rien qu'à Fort-de-France, il y en a 49. Pour vous donner un exemple, voilà, je parle d'une dynamique globale, où est-ce qu'il y a une réglementation qui l'en empêche? Alors, merci. Il me semble qu'il y a une réglementation qui date de 2008, qui le stipule. Après, il faudrait que je recherche véritablement cet article, qui précise effectivement que tout bâtiment public, les écoles, les crèches, les hôpitaux, enfin, il est interdit en tout cas d'installer ce genre de système de récupération. Après, à quelle fin, je n'en sais pas. Et comme vous dites, effectivement, ce serait intéressant que effectivement, lorsqu'on voit un établissement scolaire, le nombre d'élèves présents en journée, le nombre de chasses qui est tiré. Lorsqu'on voit qu'on jette de l'eau potable, alors qu'il y a des territoires, on ne peut pas les citer, qui n'ont pas d'eau potable pour consommer, nous, on en jette. Donc, effectivement, c'est une question à soulever et interpeller les politiques, peut-être trouver un moyen pour pouvoir repenser la chose. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup. Je continue à vous écouter. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous qui veut intervenir ce soir? Monsieur Marcelin, c'est ça? Oui, bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un travail d'identification qui aurait été fait sur l'identification des rivières ou des sources souterraines, notamment les rivières souterraines? Oui, alors, je n'ai pas directement la réponse, mais me semble-t-il, le BFGM y travaillait. Dernièrement, il me semble qu'ils en ont parlé, mais je n'ai pas vraiment les résultats complets de ça. Mais en tout cas, ils y travaillent. Ils y travaillent ensemble. Je pense que vous pouvez quand même vous rapprocher d'eux pour en savoir un peu plus à ce niveau. Le BRGM, oui, il s'occupe très bien et justement, c'est eux qui gèrent le PPRN. Oui. Et ils sont, je pense, aptes pour répondre et ils sont en train comme l'a dit mon collègue, de chercher plus profondément ces rivières souterraines et ce travail d'identification qui me semble être très important, voire essentiel pour le futur de notre aménagement et à l'échelle du territoire. Existe-t-il des moyens de pouvoir filtrer l'eau de pluie et la boire, la rendre potable, accessible pour les particuliers? Alors, cela existe, d'accord, sachant que la réglementation française est très précise. On ne peut pas en faire un usage collectif. C'est-à-dire que si c'est pour vous-même, votre propre consommation, il n'y a aucune loi qui vous l'interdit. Cependant, à utiliser avec parcimonie, savoir comment faire, se fait en tout cas accompagné par un professionnel du domaine qui maîtrise les systèmes de filtration et puis être régulier en matière de remplacement des filtres, sous peine de consommer toute forme de bactéries et autres. Mais c'est possible, monsieur. Alors, il faut savoir également, il y a des territoires comme la Belgique où c'est une obligation. Comme l'Allemagne également, c'est une obligation. Autre question pour ce soir? Il est 18h18, n'ayez pas peur. Il reste encore 45 minutes. Posez toutes les questions que vous pouvez poser. Oui, bonsoir. 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 Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'un particulier peut installer un château d'eau comme il y en a dans
dans les communes. Est-ce qu'un particulier peut réaliser un château d'eau pour la récupération d'eau et par quel moyen ça peut se faire et comment? Alors, lorsqu'on parle de château d'eau, il faut savoir que la réglementation qui vient dessus, c'est en tant que particulier, vous pouvez aller de 1000 à 10 000 litres par delà. Pas plus. Ouais. Donc, à savoir, qu'est-ce que vous souhaitez faire quand vous parlez de château d'eau, sachant que lorsqu'on stocke de l'eau, il faut savoir que cette eau qui stagne, elle ne dit pas en fait. Donc, il faut savoir comment la traiter, cette eau, cette capacité en plus. Donc, vous voyez, 10 000 litres maximum. Merci. vous avez compris ou pas? On a répondu à votre question? Oui, d'accord. C'est-à-dire que moi, je pensais plutôt au principe où on passe par une autosuffisance en eau par rapport au niveau de puits qu'on a en Martinique. Donc, c'était pour savoir, comme disait monsieur tout à l'heure, si on avait la capacité de stocker l'eau de pluie pour pouvoir la rendre potable, l'utiliser dans tout le système de la maison. Alors, tous les systèmes de la maison, peut-être pas, comme j'expliquais, effectivement, il y a des points où on ne peut pas effectivement en faire usage, surtout l'aspect alimentaire. Donc, comme je disais, on peut les citer les points où on peut faire usage, l'arrosage du jardin, le nettoyage du véhicule, le nettoyage des abords de la maison, les WC. Et même pour les WC, il faut faire attention. Alors, si vous êtes équipé d'un certain nombre de WC, il est recommandé de ne pas forcément tout raccorder. Encore, si c'est raccordé, avoir un bon système de division entre les deux, d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'eau de ville et l'eau non potable. Et surtout, préciser avec une étiquette eau non potable, pour ne pas confondre. Alors, la douche ainsi que le lave-linge, il est plus recommandé. Sauf si, effectivement, comme je disais, vous avez installé un système de filtration suffisant pour limiter tout apport de bactéries et autres. Mais 10 000 litres, c'est déjà pas mal. Hein? Oui. Alors, c'est vrai qu'en Martinique, on a un problème qui devient récurrent. On a vécu ça en début de cette année avec en plus l'histoire du Covid. On a eu une sécheresse et paraît-il, on aura en 2021 une sécheresse un peu identique. En plus, nous Martiniquais, nous savons le problème de l'équilibre entre le nord et le sud, notamment. On connaît le problème qui n'est pas encore résolu. Donc, je pense qu'il est important et il serait intéressant en tout cas que la population martiniquaise s'équipe, ceux qui le peuvent en tout cas, de s'équiper d'un système de récupération. On a bien vu effectivement ce que ça a donné en début d'année là, surtout ceux qui sont en secteur dans le sud et le centre, comme ils ont souffert par rapport à ce manque, à cette pénurie d'eau. Donc, à y réfléchir sérieusement et puis s'équiper. Faire des réserves. Si vous n'avez pas la possibilité d'installer ces systèmes de récupération d'eau, de faire des réserves chez soi. Il faut que ça devienne un réflexe, en fait. Et de bien les entreposer dans les meilleures conditions. Autre question. N'oubliez pas de désactiver votre micro. Une question, on est aujourd'hui top 27, allez-y. Oui, monsieur Marcelin. Oui, dites-moi, il y a des gens qui ont imaginé de positionner dans leur domicile des petites citernes de récupération d'eau de pluie, autour de 275 litres. Il paraît qu'il ne faut pas le faire parce qu'il faut respecter un poids par mètre carré dans l'habitation. Vous en pensez quoi? Alors, ça dépend. J'entends bien ce que vous dites. Alors, il faut savoir que je pense qu'on vous parlait à l'intérieur de bâtiment. À l'intérieur de bâtiment, c'est cela, pas à l'extérieur. À l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur. Ah, d'accord. Alors, effectivement, il est important de savoir, effectivement, lorsqu'on fait un calcul de matériaux, ça s'appelle la résistance des matériaux, la descente des charges, il y a un nombre de poids respecté par mètre carré. Après, si cette dalle a été conçue, en tout cas calculée, pour supporter cette charge, pourquoi pas?
Mais si on a un doute dessus, vaut mieux éviter. Effectivement. Un bâtiment, une maison d'habitation, c'est 350 kg par mètre carré. C'est ça. 350 kg par mètre carré, c'est ça. Il faut respecter cette charge C'est une charge normale d'une maison d'habitation, d'un bâtiment d'habitation. Donc, si on ajoute ce citerne, si je peux dire, ce poids de 275 litres, donc c'est clair qu'il faudrait être sûr que le bâtiment a été conçu pour ça. Mais c'est là où les architectes peuvent s'emparer du sujet et se dire, OK, par exemple, dans les futurs logements sociaux martiniquais, on va calculer, cette zone dédiée pour avoir des citernes, par exemple, dans un logement social. Alors, ceci dit, si c'est en rez-de-chaussée, si c'est une dalle au sol, il n'y a pas de problème. Mais dans le étage, voilà, c'est risqué. Et donc là, on serait dans une lot génératrice d'architecture, puisque même d'ingénierie, pour pouvoir pallier à ces charges permanentes. Alors, si c'est pour les bâtiments collectifs, je sais qu'il existe des systèmes, on voit même, il y en a certains qui sont servis en Martinique, où on voit comme des cuves, comment ça s'appelle, la matière, comme du PVC, mais ce n'est pas vraiment du PVC. Polyéthylène. Pardon? Le polyéthylène. Exactement. Ou effectivement, je pense que les systèmes, les syndics sont s'équiper de ce genre de système pour effectivement, même les HLM, pour effectivement les locataires. C'est une question, je pense qu'on a parlé de château d'eau, c'est un moyen, donc un autre moyen pour équiper directement les logements. Les logements. J'ai une dernière question. Oui. Yanis, c'est ça? J'ai une dernière question. Est-ce qu'un voisin situé en contrebas peut refuser une servitude de passage pour un tuyau d'eau pluviale? Et est-ce qu'il y a une réglementation qui fixe les prix éventuels d'un passage ou d'une servitude d'une canalisation qui pourrait rejoindre une rivière qui se situe après son terrain? Alors, c'est toujours délicat. On parle bien d'un ouvrage réalisé par l'homme. D'accord? C'est toujours délicat. Maintenant, il ne faut pas non plus être fermé. D'accord? Si effectivement il y a une entente, un accord écrit, une traçabilité, pourquoi pas? Effectivement, il y a le code civil qui parle de servitude, on parle de l'écoulement de l'eau naturelle, hein, mais pas effectivement dirigé directement par un ouvrage hydraulique volontaire. Voilà. Alors, la servitude d'eau, ça existe, hein, mais il me semble que c'est dédié aux eaux usées uniquement. Donc, il y a un accord qui est pris entre les deux parties et donc cet ouvrage peut passer sur le terrain du voisin. Mais en termes d'eau pluviale, comme mon collègue disait, les eaux pluviales, autant que faire se peut, doivent être traitées sur la parcelle. Bon, après, si on peut arriver à trouver un accord, mais pourquoi pas, mais j'en doute. Hein. Autre question? Je vois qu'il y a des questions dans la messagerie. La première, c'est donc de Monique. Que pensez-vous des drains pour protéger les terrains argileux, monsieur? Alors, il y a drain et drain. C'est drain de clôture ou bien drain de directement sur le bâtiment, c'est ça? C'est pas la même chose. Hein. Alors, je ne sais pas, je réponds comme ça. Hein. Alors, il est comme recommandé, conseillé, vous avez fait effectivement argileux, je comprends. Il est recommandé en tout cas de créer un drainage périphérique pour éviter tout apport d'eau en partie inférieure de l'habitation qui générait effectivement des pathologies sur les sommets, les fondations. Donc, important de dégager ces eaux tant que possible. Donc, effectivement, créer un drain en périphérie et évacuer ces eaux-là correctement pour limiter la présence d'eau sur le bâtiment, notamment. Et donc, qu'est-ce qu'il dit avant? Une autre question. Que faire quand on reçoit des eaux qui viennent d'une route? Tout dépend de la route. Est-ce que c'est une route communale, départementale? C'est ça la question. Bon, en fait, normalement, si c'est communal, dans la théorie, la commune est censée diriger les eaux qui viennent de la route, par des systèmes de caniveaux, d'avaloirs, etc.
Donc, peut-être qu'il faudrait se rapprocher du responsable de l'ouvrage. Si c'est la commune, ben, la commune en question, sinon la collectivité. Et faire un écrit et signaler qu'il y a un souci à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement souvent en Martinique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accotement de qualité. Ce qui fait qu'en cas d'intempérie, on se rend bien compte que les eaux dévalent chez les riverains, en fait. Autre question? 18h30. Oui, Yannick. À qui est-ce que Yannick. Non, très bien, vas-y. Alors, par rapport à comment faire pour la récupération des eaux de pluie et utiliser justement par rapport au problème de risque des incendies. Est-ce qu'il y a déjà des mises en place ou comment cela peut se faire? Même chez un particulier, par exemple. Je n'ai pas trop compris. Bah, Tu peux parler un peu plus fort? Plus proche du micro. Je disais que par rapport au risque d'incendie, est-ce que les eaux de pluie, comment peuvent-elles être récupérées et utilisées justement pour les problèmes d'incendie, même chez un particulier? Alors, je sais effectivement tout ce qui est bâtiment public ou encore il y a une réglementation sécurité incendie autour de cela. Il y a des cuves, il y a une capacité en fonction de la dimension de l'équipement. Maintenant, pour un particulier, ce n'est pas une obligation en soi. Maintenant, si un choix personnel, pourquoi pas? Après, il faut voir comment c'est mis en œuvre. Est-ce que c'est effectivement comme on voit dans ce genre de bâtiment, de manière esthétique? Est-ce que voilà, c'est tout un système d'installation, voilà. D'installation et d'entretien. Et un coût. Parce que chaque année, il faut faire un contrôle de cet équipement, voir si c'est en bon état de fonctionnement en cas d'incendie potentiel. C'est une piste intéressante. Effectivement. D'autres questions? C'est encore moi, Yannick. Oui, vas-y. Par rapport à un bâtiment public, est-ce que une citerne peut permettre justement avec une filtration, soit sur un bâtiment, soit sur une maison? On a un problème de son là. Il faut vraiment parler plus fort et plus proche du micro. La connexion est partie. Et vérifier la connexion aussi. Et puis nous dans la messagerie. Je disais que D'accord, je vais essayer encore. Je disais, est-ce que par rapport à un bâtiment ou à une maison particulière, est-ce qu'au niveau de l'utilisation d'eau de pluie, est-ce qu'il y a une filtration qui peut être mise en place et quel est son coût et comment peut être utilisée l'eau de pluie? Est-ce qu'il y a une durée pour conserver l'eau de pluie pour être utilisée? D'accord. Vous avez compris la question? Si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, est-ce qu'il y a une durée pour consommer l'eau que nous avons récupérée stockée, par exemple, dans notre citerne? Est-ce qu'il faut Voilà. Il y a ça. Et est-ce qu'il y a une filtration qui permettrait d'avoir un bon usage de cette eau, même au niveau de sa consommation aussi? D'accord. Donc, après, filtration. Mais quelle forme de consommation? Quelle forme de consommation? De tous les jours, même au niveau de l'alimentaire, avec une bonne filtration. Est-ce que c'est possible et quel coût peut-elle avoir? Alors, comme je disais, effectivement, concernant la récupération d'eau pluviale pour l'aspect alimentaire, c'est plus recommandé. Maintenant, ce n'est pas une interdiction. Après, il faut être certain que le système mis en œuvre pour filtrer cette eau est suffisamment correctement mise en œuvre. Et puis, il y a un contrôle derrière, régulier. Et même la durée, effectivement, tout dépend de cette réserve d'eau. Il y a l'usage à en faire, ne pas laisser l'eau trop longtemps stockée. Il est important de la renouveler, surtout de nettoyer son système de manière régulièrement.
Et juste pour ouverture, juste pour répondre à vos questions dans le chat, oui, cette vidéo et même cette présentation seront présentes sur YouTube dans une semaine à peu près et vous pourrez donc revisionner ce webinaire et pour ceux qui sont vraiment désireux d'aller plus loin, on pourra aussi envoyer la présentation en PDF, il n'y a pas de problème. Mais dans une semaine, ce sera présent sur YouTube tout ce que notre échange et aussi l'exposé que nous vous avons fait il y a à peu près 1 heure. Autre question? Oui, justement, juste une autre question. Oui. Par rapport à tous nos problèmes d'eau et de sécheresse, est-ce qu'on peut arriver à un particulier, peut arriver à une autonomie au niveau de l'eau? Justement, en passant par la récupération de pluie, est-ce qu'on peut arriver à une certaine autonomie d'eau? Ben, une autonomie. Ou comment faire? Ça a toujours pensé, puisque à partir du moment où on omet l'alimentaire, donc le fait de brosser les dents, de faire la cuisine avec, ça représente beaucoup déjà. Ça représente déjà pas mal. Donc l'autonomie à 100%, ça me paraît compliqué, mais pas impossible, mais 100%, ça va être très difficile. Alors, si je peux apporter un élément de réponse, c'est valable comme pour l'énergie. On va chercher à faire des économies. Donc, utiliser avec parcimonie ces affaires-là. C'est-à-dire que lorsqu'on se brosse les dents, par exemple, on ne va pas laisser couler l'eau alors qu'on se brosse les dents. Encore, il y a des usages, effectivement, à mettre en œuvre pour pouvoir limiter cette consommation et la gérer correctement. Également, la taille de la famille, si on est deux, si on est seul, si on est 5, ce n'est pas la même consommation. Donc, tout cela, ça se gère, hein, et il y a des moyens à mettre en œuvre justement pour la contrôler. Et toujours est-il, lorsque vous allez faire usage, encore vous équiper, prendre en considération la taille de la famille pour savoir quelle taille de citerne que vous pouvez effectivement, qui vous correspondrait le mieux. Mais aller vers l'autonomie, je suis moins certain. Autre question? N'ayez pas peur. Oui, dites-moi, quelle est la contenance moyenne d'un château d'eau? Alors là, quelques litres. Pas mal de litres. Je pense que tout dépend de la taille du château d'eau, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes. Je pense qu'on n'aura pas le même château, par exemple, pour une ville d'habitants. À Rennes, par exemple, en Bretagne, ou par exemple à la Cassem, on n'aura pas les mêmes volumes. Donc, je pense que c'est. En celui d'Acajou, par exemple. Oui. Le rose là qui souffre une fleur. Oui, voilà, le rose là, un champignon. Je cherche pour vous et je vous réponds dès que possible. Je ne sais pas. Ok, merci. Donc, imaginez ce que ça représente en poids. Oui, surtout. Est-ce que je sais qu'il y a des experts de la construction qui nous regardent en ce moment. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à répondre. Ok, très bien. Je chercherai. On va essayer de tâcher de vous répondre. Surtout pour celui d'Acajou, qui architecturalement est super intéressant d'ailleurs. Alors, sachant qu'on nous sommes dans un contexte sismique, je pense que tout cela, effectivement, on va mettre en œuvre une technique vraiment spécifique pour concevoir ce genre d'équipement. Très bien. Donc, 18h38. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la présentation ou sur notre sujet qui est lié à l'eau, à l'architecture, etc. N'hésitez pas, en tout cas, si vous n'avez pas, la question n'est pas encore à nous faire votre tête, n'hésitez pas à nous la communiquer par mail, à nous contacter au 7010 la semaine prochaine. On va nous envoyer un email et on tâchera d'y répondre le plus vite et le mieux que possible. Une dernière question. Allez-y. Par rapport au ruissellement d'eau, comment fait-on pour drainer un terrain? Et à quelle profondeur doit-on mettre, si on doit mettre un drain, à quelle profondeur doit-on le faire? Alors, pouvez-vous, je n'ai pas compris la question, désolé.
sur un terrain, comment est-ce qu'on peut drainer un terrain et comment le faire, avec quel type de tuyau et à quelle profondeur doit-on le faire? Est-ce qu'il y a une réglementation ou une aptitude à avoir pour drainer un terrain? Drainer un terrain, c'est fonction de la nature du terrain. Donc, comme on le disait précédemment, le sondage du terrain permettra d'avoir les différentes couches. Tout dépend où vous voulez envoyer les eaux que vous avez récupérées, tout dépend il y a plein de facteurs en fait. Donc, c'est étude personnalisée. Il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas de réglementation type. Il faut juste bien dimensionner l'ouvrage pour qu'il fonctionne bien. Parce qu'un drain qui fonctionne mal, c'est encore plus catastrophique que lorsque vous n'avez pas de drain, par exemple. Hein. Imaginons que le drain soit bouché, donc vous avez une masse d'eau qui restera autour du bâtiment et vous ne pouvez pas régler le problème. Donc, pour moi, c'est une étude au cas par cas. Voilà, fonction de la nature du sol, etc. Très bien. D'autres questions? Alors, excusez-moi, il y a juste dans les commentaires, il y a des gens qui nous ont donné des réponses pour la capacité du château d'eau à Acajou. Alors, apparemment, ce serait 15 000 litres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Est-ce que ça vous semble logique? Ça me semble peu. Monsieur Marcelin? Non, ça me paraît un peu court. Ouais, ça aussi. Ouais. Puisque Jean-Yves Bonner donne un chiffre beaucoup plus important. Ceci dit, il y a 15 000 mètres cubes aussi hein, dans les réponses. 15 000 mètres cubes. Ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Donc, non, mais cherchez la réponse. Je pense. Il y a quelqu'un qui avait une question. Non, c'était pas une question. C'était pour vous dire que c'était très intéressant et que je vais m'abonner à vos prochains webinaires. Juste pour vous dire que j'ai envoyé le mail pour recevoir la diapo, mais que le mail m'est revenu en me disant que cette adresse n'existe pas. C'est vrai? Quelle adresse? À quelle adresse avez-vous envoyé? C'était formation@caue.com. Ah oui. caue-.com. Celui que vous avez envoyé en sur le chat. Très bien. L'email vous sera transféré dans la messagerie tout de suite. Okay. Ah oui, il n'y a pas de test. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Glala pour les solutions pour trouver la réponse. Je note tout de suite et je cherche. Voilà, messieurs, il est 18h42, 18 minutes avant le JT de 19h. Vous avez le temps d'aller vous préparer. Est-ce que vous avez une dernière question avant que nous mettions fin à ce webinaire? Donc, vous dire bravo, simplement. Très bien. Alors, le prochain webinaire, donc, ce sera en janvier. Ce sera parmi les 2 dernières semaines de janvier que j'animerai ce webinaire et ce sera le coût de construction, comment bien l'évaluer. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de Martiniquais. Et ce sera donc un webinaire qu'on vous présentera avec plaisir l'avant-dernière semaine de janvier, précisément. Donc, restez connectés et pour plus de précision. Wow. Attends. Jeune architecte. Donc, on me précise que c'est le 21 janvier. 21 janvier prochain. Évaluer le coût de son opération. Très bien. Voilà. Merci de votre participation. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes là pour ça. Et c'est un plaisir et restez connectés. Merci à tous et bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.